François Bon, 1925-2025, un an avec Howard Phillips Lovecraft. Vous connaissez le principe, sinon il y a toutes les vidéos précédentes depuis le 1er janvier 2025, et on est bien décidé à continuer jusqu'au 6 janvier 1926. Donc pour nous 6 janvier 2026, parce que Lovecraft s'en repartira dans son Providence, c'est une autre phase de sa vie qui commence, et celle-ci qui est une sorte de creuset, de transition, d'éclosion à soi-même, d'affirmation. Hein. Oui, Stiyoshi avait déjà pris les devants en sélectionnant les lettres écrites de New York dès 2003. Évidemment, Stiyoshi qui a fait un travail si considérable pour tout déblayer, tout nous installer là dans ce parc Lovecraftien où on déambule. Il y a 2 ans, il y a une approche trop universitaire, trop descriptive pour ce qui me concerne. Midnight Ramblers, H.P. Lovecraft in Gotham, mais Gotham c'est New York, et je pense que par rapport à David J. Godwin, on échange un petit peu par internet, mais je pense que pour moi justement c'est arrêter ce cliché d'un New York affreux qui aurait mangé toute la possibilité créative de cette personnalité naturellement dépressive. Non, c'est tout le contraire qu'on découvre, et j'irais jusqu'à dire, à mesure qu'on avance, mais peu importe d'émettre des opinions, nous ce qu'on fait c'est l'inventaire, le travail, on éclaircit, on apporte des documents, on établit les bifurcations. Stiyoshi n'a pas eu le temps de le faire, il fallait bien que quelqu'un s'y colle. Eh bien c'est nous, on est un peu plus de 120 maintenant à s'être rejoint pour ces envois PDF chaque matin. Quelle joie, quel bonheur. Je serais incapable de faire un tel projet tout seul. Et de plus en plus l'impression que ces sédimentations très lentes qu'ont été la vie de Howard Phillips Lovecraft, avec des enfants, cette volonté, là, cette fascination pour la typographie, la publication. Oui, des cartes de vœux, par exemple. Oui, un petit bulletin du quartier. Et puis ensuite, la chronique astronomique qui va établir dès ses 15-16 ans dans le Providence Journal, grâce à l'astronome de la Brown University, Winslow Upton, qui avait un rôle considérable, ami d'un des maris de 2 tantes, je ne sais plus si c'est le mari de Lillian Clark ou le mari de Annie Gamwell, mais c'est ce Winslow Upton, un chercheur. C'est le moment où on découvre l'existence, par exemple, de Pluton dans le système solaire, qui prend en charge ce jeune ado, 12-14 ans, qui, dans le choc du décès du grand-père, survenant après, quand il a 5 ou 6 ans, le décès du père, plus possible d'être scolarisé, et c'est dans ces séances d'observation nocturne du ciel que Lovecraft prend goût à l'écriture, à la publication, à la réflexion, à la science, tout simplement. Combien de fois il nous cite Einstein, voir les courbes de Riemann dans les Rêves dans la maison de la sorcière, c'est fascinant. Et c'est par ce biais que Howard Phillips Lovecraft, dès ses 20-25 ans, accède à cette union des journalistes amateurs, qui est une sorte de fédération de bulletins de revues à échelle évidemment des États-Unis. Ça l'amènera à des tas de contacts, de correspondances. Le premier, ce sera August Mao dans le Wisconsin, mais on a vu évidemment toute la bande de Cleveland. Lui-même accédera à la responsabilité fédérale en 1923, parce que c'est une responsabilité tournante. Là, en 1924-25, c'est Sonia qui en est la présidente, mais lui en est le directeur éditorial. C'est dans ce cadre-là que s'opère ce glissement, y compris parce qu'à Boston, cette question du mystère, du fantastique, cette question de la littérature, lui, en tant que brûlé des livres, habitant toujours l'univers de la bibliothèque de son grand-père, reçoit, par exemple,
Dunsany, Lord Dunsany, fabuleux auteur de prose poétique, fantastique, de système aussi, de cosmologie, avec des noms de dieux et des systèmes comme ça, de constellations de mythes qu'elle lui empruntera. Dunsany, comme bien des auteurs avant lui, y compris Charles Dickens, vient aux États-Unis renflouer un peu la baraque en donnant des lectures. Et Lovecraft, là, se trouve directement en charge de présenter et d'accueillir un auteur de littérature. Non, c'est pas un hasard que dans cette même période commence l'écriture de ces fictions qui, pour nous, aujourd'hui, sont des fictions maîtres. Il vient tardivement à l'écriture de fiction, puisqu'il a bientôt 30 ans. Oui, mais The Outsider, l'étranger. Oui, mais Dagon. Oui, mais par-delà le mur du sommeil, on est déjà totalement dans Lovecraft. Chacun de ces récits brefs contient quasiment la totalité de son univers. Et évidemment, il va y avoir une autre catalyse, c'est l'arrivée de ce mensuel Weird Tales à partir de fin 2023 qui va accueillir très tôt des nouvelles de Lovecraft. Il y aura aussi là encore toute une période qu'on a évoquée un peu peut-être rapidement au début de notre voyage, puisqu'il s'agissait plutôt là de l'automne 1923. Anne Badger, le fondateur de Weird Tales, qui est Chicago et qui a plusieurs comme ça magazines, propose à Lovecraft d'assumer la direction éditoriale. Mais pour Lovecraft, ça supposait de déménager à Chicago. Bon, il refuse. Mais étrange, ces bifurcations qui font que, évidemment, si tu as la responsabilité éditoriale d'un tel magazine, tu vas chercher les textes, tu les révises, tu en commandes. Oui, mais est-ce que dans ce cas-là, tu peux être toi-même un auteur? Et je pense que c'est très souterrain, ces déchirures intérieures. Frank Belknap nous en parle plus au long de ce coup de dé presque qu'on prend soi-même pour décider de son propre chemin. Mais Weird Tales, dès ce début 1925, a accueilli encore des récits de Howard Phillips Lovecraft. Ça change tout de pouvoir publier des récits. Même si, de son vivant, il ne publiera jamais de livre, en tout cas pas vraiment, ou pas comme ce que représenterait pour lui la publication d'un livre. Tout ça, c'est notre cadre. Et au retour à Providence, là, ça va être les grandes fictions, mais ces grandes fictions qui vont se heurter, elles, à des obstacles chaque fois renforcés. Montagne de la folie, The Mountains of Madness, mais personne ne veut même lire le manuscrit. C'en est au point que certains titres, le plus, je pense, un des plus emblématiques, comme Dans l'abîme du temps, peut-être celui qui, moi, était le plus fascinant, en s'embarquant dans la traduction, même pas envie de le dactylographier. À quoi bon? Et ce à quoi bon pourrait devenir dominant, le faire sombrer lui tout entier, s'il n'y avait pas 46 ans, ce cancer de l'intestin qui allait le balayer très très rapidement, au moment où commence justement l'émergence de Lovecraft. Par qui et comment? Ça va être une des choses qu'on va regarder ce soir. Par une génération d'auteurs plus jeunes que lui, Robert Bloch. Vous connaissez pas Robert Bloch? Si, vous savez, un gars qui s'appelle Alfred Hitchcock. Vous avez pas vu l'histoire de la douche avec le couteau, là? Hitchcock, il voulait faire un film à bas prix, en noir et blanc. Donc, c'était pour la télé au départ. Donc, il voulait pas mettre d'argent dans les droits. Donc, il prend un pseudonyme pour acheter les droits auprès de ce jeune auteur qui s'appelle Robert Bloch. Et ça fera Psycho en bon français. Et Robert Bloch, qu'est-ce qu'il aura touché? Alors il fera un Psycho 2, un Psychose 2, mais là, bon, ça marchera plus, le miracle, parce qu'il n'y a plus Hitchcock. Mais c'est ces gens-là, cette génération-là, avec un autre, évidemment, qui va devenir, lui, éditeur, August Derleth, à Madison, Wisconsin, enfin une ville juste à côté de Madison qui s'appelle Stark.
et Hagesdalef, on va en parler un tout petit peu aussi aujourd'hui. Et c'est pour tout ça que pour moi cette année de New York, il ne s'agit pas d'énoncer des opinions, il s'agit de déplier, de scruter comment s'opère en soi-même ce travail. On ne se proclame pas grand écrivain. Mais dans cette nuit où on est, il y a quand même des choses qui travaillent à l'intérieur de vous et qui fait que probablement, on le sait, que se joue là, dans votre main, dans ce qui s'écrit, se devine, des aspects invisibles de ce qui se passe là, cette année et qui nous est difficile d'aborder directement. Ce sont les notes qu'il accumule dans son Commonplace Book. Commonplace Book, c'est des livres où on a des recettes, des notes. Par exemple, le grand, l'immense Samuel Johnson, il a un Commonplace Book qui sont les notes qu'il prend pour son dictionnaire, pour son nécessaire Shakespeare, pour les articles qu'il doit faire dans revues, magazines et journaux. Et Lovecraft, son Commonplace Book, c'est un peu plus de 220 sujets d'histoire, ce qui vous vient comme idée d'histoire alors même que vous lisez, en lisant, ou que vous êtes confronté à quoi? Bien justement, à la ville, à ce qui troue l'actualité de la ville. Et là aussi, puisque le Commonplace Book, il commence en 1919, il le prolonge pendant 15 ans jusqu'en 1934, dans cette année new-yorkaise, peut-être que les grands textes qu'il va écrire, non, les récits qu'il va écrire, lui, Horreur à Red Oak, Un air glacial, Cold Air, ce ne sont que 3 textes, même si les ébauches, les synopsis de The Call of Cthulhu, l'appel de Cthulhu, ça va être aussi ébauché à New York et rédigé dès le retour à Providence. Black Mass and the Antique Church. Une messe noire sous une église ancienne. Ancient Cathedral, Hyde's Gargoyle, Man seeks to rob found dead. Gargoyle's jaw bloody. Une vieille cathédrale, une gargouille monstrueuse, un homme venu pour voler, retrouvé mort, du sang sur la mâchoire de la gargouille. Et ça, ce côté, ces notes qu'il prend dans le Commonplace Book, c'est son vrai atelier. Là, évidemment, pour nous, c'est un monde invisible. Tout ce qu'on sait, nous, c'est stay up, retire 10 a.m. Passer la nuit à lire et écrire. Aller me coucher à 10 heures du matin. Alors on est donc le 21 mai, on y va de suite maintenant dans le journal. Mais j'ai toujours ce petit prologue, allez savoir pourquoi. Alors pourquoi je fais des prologues comme ça? Disons que là, ça fait 2 heures que je suis en train de bidouiller, relire. Donc le moment où commence la vidéo, c'est pas à brûle pour point, et puis ensuite il y aura... Non, c'est... boucler cette phase de recherche, d'assemblage, de mise en page du PDF, et puis là, il y a un moment où tu serais prêt à le montrer, tout simplement, et paf, tu en parles un petit peu, mais c'est... Alors maintenant, il est temps d'aller voir ce qui se passe le 21 mai. Donc on est cette semaine qui a commencé dimanche 17, toujours une journée de décalage, lundi 18, mardi 19, mercredi 20, ça on a vu ça hier, et donc on est jeudi 21, mercredi pour nous, jeudi pour eux. Stay up, c'est-à-dire il n'y a pas à se réveiller, il n'y a pas à se lever, puisqu'il a passé strictement la nuit blanche, et la journée commence, l'aube, il continue de read. Là, hier soir, c'était return plus read, stay up. Je reviens, je me mets à lire, nuit blanche, et donc pour le 21, c'est continu. Reed, il est toujours en train de lire. Alors, on va voir tout bientôt qu'en ce moment, il est en train de lire, je dévoile, Joseph Conrad. Et ça, évidemment, on fera un petit focus là de plus près, parce que c'est très rare. Manhattan Transfer de John Dos Passos, il n'en parle pas, là, vient de paraître Miss Dalloway de Virginia Woolf, c'est pas son truc. T.S. Eliot, encore moins.
Faulkner, ouais, il se rend bien compte qu'il se passe quelque chose chez Faulkner, mais tu l'abordes qu'à peine. Et Conrad, oui, là, il va marcher à bloc. Alors, read How to Tailor an Hatter. Alors, Taylor, c'est T-A-I-L-O-R, c'est pas un tailleur. My tailor is rich, celui de Lovecraft, probablement beaucoup moins, mais Taylor, c'est la chaîne de pressing, en gros. Et il le dit dans la lettre, ouais, ces gros machins là qui sont tout l'hiver, qui prennent la neige, qui prennent la pluie, que tu tiens toujours dans tes mains, que tu poses à des porte-manteaux, voilà qu'au printemps, il est tout graisseux, c'est pas très joli, donc il faut le porter à dégraisser et il pourra servir le bon feutre tout l'hiver prochain, mais New York est rempli de publicités pour les chapeaux de paille et Lovecraft. Alors j'en ai mis là, voilà, je pense qu'il va dépenser $2,50 là-dedans. C'est quand même conséquent pour lui pour s'équiper d'un chapeau de paille parce que ça, au bout de l'année, c'est pas très flambant et la durée de vie est bien moindre que celle des gros feutres. Voilà, vous n'êtes pas venu là pour écouter ce genre de truc, mais j'ai pas le choix. C'est de ça que lui nous parle dans la lettre à sa tante Liliane et là dans son petit agenda 1925. Alors, lettre à Lillian, là, il y a quelque chose de biffé, peut-être c'est lié à ça. Il va écrire, en fait, à sa tante Annie Gamwell, l'autre tante, et il va le faire sur plusieurs jours, puisque Hey Pagey, ça se retrouvera encore dans le 23, elle, donc cette fonction de dépli, de commentaire, de journal que sont ces lettres à ses tantes, là ça reprend, donc là nous on s'est beaucoup appuyé, on a lu en détail celle la tante Liliane a posté le 20, mais une nouvelle fois, là il rend compte, il développe tout ça, toutes ces petites notes sibyllines pour ses tantes, mais j'ai regardé tout à l'heure dans ce trésor, enfin, que nous propose la Brown University dans ses archives numériques. Donc, comme on peut additionner les mots-clés, sur 1925, si vous cliquez lettres, il y en a 52 conservées de lettres de Liliane avec les manuscrits. C'est si précieux. Et comme par hasard, il y en a une qui manque, c'est celle-là du mercredi 20. Celle-là, elle n'a pas été numérisée. Est-ce que peut-être la Brown, tout simplement, n'en dispose pas? J'ai perdu un temps monstre à passionner. C'est pas vrai, il doit bien y être. Mais enfin, en tout cas, on a 52 lettres à Liliane, incluant les cartes postales, les trucs de Noël, les trucs comme ça, pour l'année 1925, et 2 seulement à Annie Gamwell, alors qu'il envoie en alternance à l'une et à l'autre. Et pour nous, bon, c'est un vrai drame pour le travail qu'on fait ici. Donc, à nouveau, là, on est sans l'appui des lettres. Mais quand même, s'il écrit « Return and Write », on peut considérer qu'on comprend qu'il s'agit de revenir à la maison et écrire « How to Grocers ». Ça, c'est régulier aussi, c'est-à-dire si tu manges chez toi, c'est moins cher que si tu vas au Johnson. Donc, il s'achète toujours du pain, du fromage, des boîtes de haricots. On a le détail aussi de tout ça. Bon, je vous avais raconté comment il nous explique. Tu prends la boîte de haricots, tu prends le jus, tu le mets dans une petite tasse avec la soucoupe par-dessus. Et puis, tu en fais la fait chauffer, tu en prends la moitié. Et pour l'autre repas, à condition de remettre le jus, une partie du jus. Après, la boîte de haricots te fait 2 repas. Et tout ça, ça se calcule. Haricots, fromage et pain, à condition de bien protéger tout ça des souris. Mais là, ça fait quelques jours que ça nous fiche la paix, les souris. On est déjà très content, Howard Phillips Lovecraft et moi-même, de vous informer que là, on n'a pas trop de souris en ce moment. Et probablement que le temps est beau aussi, puisqu'il retourne de nouveau, comme il l'a fait dimanche, au Fort Greene Park, FTGPK. Et Fort Greene Park, c'est juste à quelques blocs, c'est pas un très grand parc, mais il y a cet ancien fort militaire autour, il y a un petit coin de forêt avec des beaux arbres. Maintenant, il y a des... Bon, ça c'est devenu des terrains de tennis aussi, mais à l'époque non, mais probablement là où il y a les terrains de tennis, si vous êtes à New York et vous allez voir à Brooklyn, le Fort Greene Park, c'est là tout simplement où il aime s'installer. Sur quoi? Sur un banc, bêtement.
Et sur un banc, il amène ses livres, il amène de quoi écrire, cette petite écritoire en carton bouilli, sans stylo, et il travaille. Et vous savez que dimanche, ça avait été Read till Twilight, il y était resté jusqu'au soir à Fort Greene Park. Il y retourne, mais c'est la météo, qu'est-ce que tu veux? Clouding up. Là, tout d'un coup, il y a des nuages, ça devient vite un peu frais. Donc, il revient et Beverly, probablement en prenant un café, ça lui sert aussi à lire le journal. Ça, c'est un exercice. Bon, de toute façon, dans le café, tu as le droit au journal, rouler sur un truc. Donc, autant payer le café et lire le journal que si tu achètes le journal et qu'ils ne t'offriront pas le café, ils trouvent des petits chats. Ça, toujours, c'est marqué dans l'agenda. Post office. Qu'est-ce qu'il va faire à la poste? Peut-être acheter des timbres, tout simplement. Et une nouvelle fois, comme lundi soir, le problème qu'il a, c'est que s'il est chez lui, on voit la lumière de la rue et on voit la lumière sous la porte au bout du couloir, puisqu'il a la dernière chambre à l'angle du bâtiment, ce qui fait que tous ceux qui montent chez George Kirk, et George Kirk lui-même, on frappe à la porte. Mais derrière sa chambre, il y a deux petites alcôves, des petits réduits de rien du tout, qui sont fermés par des paravents. On a vu tout ça quand ils ont installé les paravents avec Sonia et la tante Liliane. Il s'en prend une chaise et il s'en va dans ce petit cagibi de 2 mètres sur 2. Et c'est là qu'il va lire, tout simplement parce que ses copains diront « Ah ben Lovecraft, non, il n'y a pas de lumière, il n'est pas là ». Et donc une deuxième fois, pour ne pas être sollicité par les copains, ouais mais c'est de la faute des copains. Non, ils sont capables de comprendre. Je crois que c'est plutôt pour se protéger de lui-même. Par exemple, là, on a passé tous les 3 jours de la semaine dire comment il en est fier, c'est tout ce qu'il écrit à sa tante, c'est ce qu'il ressasse, prendre distance d'avec le gang. Ouais, mais hier soir il y avait réunion chez lui avec Loveman, Kirk, Reinhard Kleiner et McNeil qui les a rejoints depuis Manhattan. Il manquait Belknap Long, il manquait James Morton, il le dit dans la lettre. La réunion était pas bien parce qu'il n'y avait pas Morton ni Belknap. Et ensemble, à dire juste avant, il avait dîné au Johnson malgré ce qu'il disait, et ensemble, ils redescendent une fois de plus à la Tiffany, la cafétéria. Le petit PDF, mon PDF, Fort Greene Park, j'ai cherché des images dont il soit à peu près certain qu'elles soient de 1925. En voilà une belle allée sous les arbres. Et juste eu à la frottailler un tout petit peu avec mon Photoshop. L'autre, je n'y ai pas touché. C'est une carte postale avec ce qui reste là du Fort Greene. Mais bien sûr que maintenant, tout ça est simplement devenu un jardin avec des pelouses. Et c'est ça le lieu d'écriture. Quand il aura plus de temps, il ira à Prospect Park, qui est beaucoup plus grand. Mais là, ça fait 2 fois qu'il est à Fort Greene Park. Voilà à quoi ça ressemble. Les articles de journaux. Tiens, pour une fois, vous en aurez 2 pour le prix d'un. Pourquoi? On va aller voir. Et avant d'aller faire notre petite visite conclusive au New York Times et que je vous montre pourquoi ces 2 petits articles au lieu d'un seul, d'autres, évidemment, toujours les publicités de chapeaux de paille. Et donc vous voyez les prix. Donc si vous allez chez les Warlock Brothers, vous aurez le choix entre $3,50, $4, $5. Non, Lovecraft, il est bien probable qu'il se contentera d'un chapeau Kaufman, mais il y a toujours un petit ruban, un petit nœud, et là, on les paye seulement $2,35, c'est déjà le maximum. Et en annexe, comme très souvent en document, alors c'est venu hier soir tard, il y a plein de groupes Lovecraftiens, des groupes américains, des groupes français. Il y a l'un d'entre eux qui s'appelle Le Monde, H.P. Lovecraft, qui est plus un site où les gens montrent leurs
collection de belles choses. Il y en a plusieurs, je suis abonné à plusieurs, j'y suis très discret, d'autant plus que moi j'aime mes traductions, qu'est-ce que vous voulez, mais c'est pas le cas de tout le monde d'aimer mes traductions, alors je veux surtout pas les embêter. Il y a toujours ce truc un peu étonnant pour moi que euh, quand tu publies, tu es comme les autres, tu as l'humilité des autres, tu aimes ça, tu as cette chose-là toute simple, et puis très vite on pourrait dire ouais, hystérique et haineux, j'ai copé une fois. Je l'ai encore là, tu vois, si le gars m'écoute là. Bon, c'est pas grave, mais je suis obligé de protéger un peu la sérénité. Donc si je suis discret, c'est parce que je dis ouais, il a fait 9 volumes là, chez Point, etc. Et puis il y en a d'autres là, qui ont fait ça ici, il y en a d'autres qui ont fait ça là, mais c'est tout, chacun son petit truc, chacun son petit jardin. Mais là, alors il s'agit de quelqu'un qui signe Pat Joubert, je le remercie. Hier soir, il met en ligne sur ce groupe Facebook des photos d'un livre qu'il vient d'acheter. C'est juste une prise téléphone de sa collection. Il a des merveilles, et en particulier cette première anthologie de August Derleth consacrée à Lovecraft. Ça date de 1944. Best Supernatural Stories of H.P. Lovecraft. Il y a la 4e de couve. Et moi, sachant qu'il y avait, là, on voyait introduction par August Derleth, je lui demande, là encore très humblement, est-ce que tu sais si l'intro de Derleth, elle existe quelque part en ligne? Il me dit non, mais bon, il prend son téléphone, il met les 3 pages d'intro de Derleth. Moi, évidemment, à partir de ce moment-là, c'est pas difficile, je les ai transcrites, et donc ça fait 2 grosses pages, non, ça fait presque 3 pages. Mais ce qui est fabuleux, ce qui est intéressant là, c'est on a une espèce de thermomètre, c'est-à-dire comment Lovecraft est vu, compris, en particulier par August Derleth, qui a un rôle si considérable, quelqu'un que j'aime du bon du foie, comme disait Rabelais. On est encore sur la vision de l'homme de nuit, la vision du reclus, le mot est là. Il y a ces choses-là que dans les dernières années, il a toujours froid. Bah oui, mais ça, c'est le symptôme du cancer qui va l'emporter. Alors évidemment, pour ces gens qui ne le connaissent que dans les tout derniers moments, c'est assez étrange, ce type qui a toujours froid et qui mange des glaces à la vanille. Bah ouais, mais bon. La médecine en était là à l'époque, et il fait l'histoire des publications de Lovecraft, du rapport à ces jeunes types qui l'ont élu comme leur maître. Bon, osons le mot, même s'il est trop chargé et que c'est pas besoin de ça. Et dans cette histoire des publications de Lovecraft, par exemple, que les 2 premiers livres publiés par August Derleth, The Outsider and Others. The Outsider, c'est cette nouvelle sur mon site. Jacques Papy, le premier traducteur, avait appelé ça Je suis d'ailleurs. Ce qui est certainement, c'est comme les montagnes hallucinées, c'est des belles trahisons. Je condamne pas du tout, mais pour moi, c'est dire tu vas pas faire une version comme Papy, même je le respecte trop. Donc ça s'appelle The Outsider. Moi, j'ai gardé l'étranger, tout simplement. Et The Outsider, donc c'est une nouvelle tellement admirable, un poème en prose. Il dit si elle avait été signée Edgar Poe, personne ne se serait offusqué que ce texte soit chez Poe. Et l'autre, c'est une autre nouvelle que j'ai adoré traduire, Beyond the Wall of Sleep, au-delà du mur du sommeil. Donc c'est un 2e volume de nouvelles. Ça, c'est les 2 premiers publiés par August Derleth, et tous les 2 sont déjà en 1944 introuvables, 2 ans après publication. D'où le fait qu'ils reviennent avec ce volume dans une collection populaire, du Lovecraft à bas prix. Et ouais, c'est comme ça que va commencer la légende. Alors, le New York Times, enfin, on est donc le jeudi 21 mai 1925. Qu'est-ce que j'ai retenu?
Une statistique sur les homicides. 387 homicides à New York en un an. Mais on dit fièrement, c'est une moyenne peut-être un peu inférieure à celle du pays. Donc ça console. N'empêche que c'est impressionnant. On a beaucoup de suicides toujours. C'est toujours impressionnant parce qu'évidemment, le journal amplifie ces choses-là et chaque suicide, c'est une histoire individuelle. Dans les autres marqueurs, vous voyez, Sawyer et Suicide Trevor Call. Et un autre marqueur, pour moi, c'est toute cette aventure aérienne. On est 2 ans avant Lindbergh. Vol de nuit, quel beau titre. Mais ça, c'est chez nous. Et on va bientôt lancer, on a fait plein d'essais, plein de tests, ça fait plusieurs fois qu'on repère, qu'on en parle, un vol de nuit quotidien de New York à Chicago. Ouais, mais dans ce temps, dans ces tempêtes, sans radioguidage, si justement, la question c'est comment installer un minimum de guidage avec les très frustes outils de la radio dont on dispose alors. Mais la liaison New York-Chicago, on sait, là, elle existe, mais avec un avion de nuit pour le courrier postal, c'est une affaire nationale. En Chine, malgré tous les désordres de la Chine, et cette situation de guerre civile, où Saint-Jean-Père s'écrit Anabase, on était juste 2-3 ans plus tôt, donc là, comment on peut être archéologue dans un pays en guerre? C'est des questions dont on n'est pas débarrassé, nous. Les publicités de chapeau, bien sûr. On en avait parlé il y a 3 jours. Un train pour Babylone. Ça y est, la ligne est inaugurée. Trains électriques pour Babylone. En train pour Babylone, désormais, c'est électrique et c'est tous les jours. Le sport, les mariages, on s'habitue. Et je suis arrivé sur cette page, donc à la 25/48, et là, graphiquement, typographiquement, c'est jamais neutre dans le New York Times, un petit encadré ici et un petit encadré là. Ils sont tous les deux symétriques, en haut de page, tous les deux brefs, et tous les deux concernent, là, un enfant de 10 ans, et là, un enfant de 11 ans. Et la mise en symétrie, la mise en valeur symétrique est évidemment parfaitement délibérée dans le New York Times. Au milieu, il y a quoi ? Une question parce que, ça aussi, nous on connaît. À Central Park, des parasites s'attaquent aux arbres et un quart des arbres. Qu'est-ce que serait New York, Walter Benjamin, avec un Central Park sans arbres, donc c'est très inquiétant pour eux. Mais aujourd'hui, donc, j'ai fait une exception et j'ai traduit ces 2 entrefilés, celui sur l'enfant de 10 ans et celui sur l'enfant de 11 ans. Si je reviens à mon petit PDF, mais évidemment, vous le découvrirez. Et puis sinon, si vous n'êtes pas content, abonnez-vous, c'est 20 balles et vous le recevrez chez vous. Là, c'est un enfant de 10 ans qui s'appelle Joseph Santucci, domicilié 187 Hester Street, et qui va être témoin parce qu'il a assisté à l'assassinat dans la rue d'un bandit, Antonio Cisnesi, au domicile de Dominique Cerullo, et tous les noms qui sont là dans... Bon, ça fait un peu mafia, ça fait peut-être un peu mafia. Il a accepté de témoigner à une condition, que ses parents, au lieu de le laisser en culotte courte, à 10 ans, quand tu vas au tribunal, avoir un pantalon long. Et pantalon long, long laine et long là, le même jour, voilà monsieur Hihal King et leur fils, Ernest King Jr., ça le pose, 11 ans, qui eux habitent à Winona, dans le Minnesota, sont revenus de l'Afrique sauvage, The Wilds of Africa, avec 400 trophées de grand gibier.
Alors madame a gagné de nombreux prix de ball trap, et évidemment on fait pas ça, non, on fait ça pour la science. Ils vont l'offrir à l'université du Minnesota et au musée d'histoire naturelle de l'Amérique. Peut-être que Bob Dylan bientôt pourra, quand il sera lui aussi à l'université du Minnesota, il va forcément un jour voir cette collection. Et madame a donné son fusil Springs 3030 Springfield 3030 à son enfant de 11 ans, et c'est lui qui a tué plusieurs des plus gros spécimens. Madame King a tué plusieurs lions, mais l'enfant de 11 ans, Ernest King Jr., c'est lui qui a tué le plus beau rhinocéros. Donc vous voyez que la mise en page symétrique du New York Times, les typographes, faut bien qu'ils ferment leur gueule. Tu ne veux pas critiquer la société de ce monsieur Madame King ou les petits trucs de la mafia. Mais il suffit de ça, 2 petits encadrés, et finalement, tu as fait le job, tu as gagné. À demain.